Avant de devenir le leader le plus puissant de la Chine, Mao Zedong n'était qu'un fils de paysan d'un petit village. Mais il a grandi à une époque où l'ancien système de la Chine commençait à s'effondrer. Le gouvernement était faible, les pays étrangers intervenaient et de nombreux Chinois pensaient qu'il fallait changer leur pays. Au milieu de ce chaos, l'histoire d'un homme a commencé. Un homme qui serait reconnu comme un héros par certains et comme un dictateur cruel par d'autres. Mao Zedong est né le 26 décembre 1893 à Xiaoshan, une région rurale de la province du Hunan. Sa famille n'était pas pauvre comparée à la plupart des autres paysans de leur village. Son père, Mao Yichang, a grandi dans la pauvreté, mais grâce à ses efforts, à son épargne et à la vente de riz, il a pu acheter plus de terres et améliorer la situation de leur famille. Ils ne faisaient pas partie des familles les plus riches de Chine, mais ils avaient à leur propre maison, une ferme, assez de nourriture et la capacité d'envoyer leurs enfants à l'école. Sa mère, Wen Qimei, était une bouddhiste très dévouée. Elle était connue pour sa gentillesse et sa générosité, à l'opposé du père de Mao, qui était strict et facilement en colère. Il avait des frères plus jeunes, dont Mao Zeman et Mao Zetan. Dès son plus jeune âge, Mao aidait déjà au champ, mais il s'intéressait davantage à la lecture qu'à une vie entière consacrée à l'agriculture. À l'école du village, on lui enseignait à partir des anciens textes du confucianisme. Mais Mao rejetait le système fondé seulement sur la mémorisation et l'obéissance. Il aimait lire des histoires sur la guerre, la rébellion, des guerriers courageux et des gens qui luttaient contre les puissants. Rien qu'ici, on peut voir qu'il ne se contentait pas d'accepter la vie que sa famille avait choisie pour lui. À l'âge de 13 ans, il a arrêté ses études régulières et a travaillé plus souvent au champ. Son père voulait qu'il apprenne à gérer la ferme et à s'occuper de l'entreprise familiale. Mais Mao ne voulait pas que sa vie s'arrête là. Lorsqu'il était adolescent, son père a arrangé son mariage avec Luo Yixu, une jeune femme d'une famille voisine. Selon l'histoire racontée par Mao lui-même, il n'a pas accepté ce mariage comme une véritable union. Ils n'ont pas non plus vécu comme un couple marié normal. Luo est décédé quelques années plus tard. Pour Mao, ce mariage arrangé était un exemple des anciennes traditions qui contrôlaient la vie des jeunes, surtout celle des femmes. Cela n'a fait que renforcer son désir de changement. Il a aimé l'idée d'échapper à la vie qui avait été préparée pour lui. Il s'est battu pour pouvoir retourner à l'école. Il a étudié dans une autre région du Hunan et plus tard, il s'est rendu à Changsha, la capitale de la province. C'était un grand changement pour un jeune homme venant d'un village tranquille. À Changsha, il a découvert de nouvelles écoles, des journaux, des groupes politiques et des étudiants qui remettèrent ouvertement en question le gouvernement. C'est là qu'il a mieux compris que ce n'était pas seulement sa propre vie qui avait des problèmes. Toute la Chine traversait une crise profonde. Pendant longtemps, le pays a été dirigé par la dynastie Qing. Mais à l'époque de Mao, son pouvoir s'affaiblissait déjà. L'une des principales raisons était la succession de défaites de la Chine face aux pays étrangers. De 1839 à 1842, le gouvernement Qing a mené une guerre contre la Grande-Bretagne lors de la première guerre de l'opium. La Chine a été vaincue lors du traité de Nankin en 1842 que le gouvernement Qing a été forcé de signer. Hong Kong a été cédé à la Grande-Bretagne et plusieurs ports ont été ouverts au commerce étranger. Cela a été suivi par d'autres accords qui ont accordé d'importants privilèges aux étrangers. Beaucoup de Chinois ont appelé ces accords des traités inégaux parce que le pouvoir entre les deux parties n'était pas équilibré. Au lieu de pouvoir décider librement, la Chine était obligée de suivre la volonté des pays plus puissants. Les menaces ne venaient là pas seulement des pays européens. En 1894, la première guerre sino-japonaise a commencé à cause du conflit entre la Chine et le Japon en Corée. Une fois de plus, la Chine a été vaincue. C'était une grande humiliation pour le gouvernement Qing. La Chine considérait depuis longtemps le Japon comme un pays plus petit. Mais la guerre a montré que le Japon avait réussi à développer plus rapidement une armée moderne, une industrie et un système gouvernemental. Alors que d'autres pays utilisaient déjà des navires modernes, des armes, des trains et des usines, les changements en Chine étaient lents. À cause de cela, de nombreux étudiants et intellectuels ont commencé à se poser des questions. Pourquoi leur pays était-il à la traîne? Est-ce la tradition qui pose problème? L'empereur est-il faible? Ou faut-il changer tout le système? La crise s'est aggravée en 1908 lorsque l'empereur Guangxu est mort. Le lendemain, la puissante impératrice douairière Cixi est également décédée. On a placé sur le trône Puyi, un jeune enfant de moins de 3 ans. Bien sûr, un enfant ne pouvait pas gouverner. Le véritable pouvoir est revenu aux officiels et aux membres du Conseil royal.
Pour beaucoup de Chinois, l'ancien gouvernement ne pouvait plus sauver le pays, son système étant trop lent pour changer rapidement. Le retour était lent. Beaucoup d'entre eux ont été influencés par Sun Yat-sen, un leader qui voulait mettre fin à la dynastie Qing et établir une république, la République de Chine. Sumiklab ang pag-aalsa sa Lorsque Mao a entendu parler de la révolution, il s'est engagé comme soldat avec son frère à Hunan. À cette époque, il n'était pas encore communiste. Il n'était qu'un jeune homme qui croyait que la dynastie Qing devait être renversée et que la Chine avait besoin d'une nouvelle direction. La révolution a réussi. Au début de 1912, le jeune Puyi a abdiqué du trône, mettant fin à plus de 2000 ans de règne impérial en Chine. Il a été remplacé par la République de Chine et non encore la République populaire de Chine, qui ne sera fondée par Mao que plusieurs décennies plus tard, en 1949. Pour le jeune Mao, la chute de l'empereur a prouvé une chose importante. Peu importe l'ancienneté d'un système, il peut être renversé si assez de personnes sont prêtes à se battre. Mais la disparition de l'empereur n'a pas immédiatement apporté la paix. Au contraire, une lutte encore plus chaotique a commencé pour déterminer qui dirigerait réellement la nouvelle Chine. Après la chute de l'empereur, la Chine n'a pas tout de suite été stable. La République de Chine était faible et dans plusieurs régions, les seigneurs de guerre détenaient le pouvoir. Ils avaient leurs propres armées, lois et impôts. Ils se battaient souvent pour obtenir plus de territoire. Pendant cette période, Mao Zedong a continué ses études à la première école normale du Hunan. Il aimait lire sur la philosophie, la politique et différentes méthodes de gouvernance. Il était également actif dans les associations étudiantes. Il a aidé à former un groupe qui donnait une voix aux étudiants contre les règles de l'école. En 1918, Mao a obtenu son diplôme et s'est rendu à Pékin, où il a obtenu un poste subalterne comme assistant à la bibliothèque de l'université de Pékin. Il n'était pas le bibliothécaire en chef. Sa tâche consistait simplement à aider à organiser et à cataloguer les livres. Mais ce travail est devenu important parce qu'il y a rencontré Li Daxiao, l'un des premiers à enseigner le marxisme en Chine. Selon le marxisme, la société est divisée entre ceux qui contrôlent la terre, les entreprises et la richesse, et les ouvriers et les paysans, qui dépendent d'eux. Mao s'est intéressé à ces idées. Il a vu qu'il pouvait utiliser cela pour expliquer pourquoi tant de Chinois vivaient dans la pauvreté, alors que seuls quelques-uns détenaient la richesse et le pouvoir. En 1921, le Parti communiste chinois, ou PCC, a été fondé. Mao faisait partie des 13 délégués qui ont assisté à son premier congrès à Shanghai. Le parti était encore petit à l'époque, Mao n'en était pas non plus le principal dirigeant. Chen Duxiu et Li Daxiao étaient encore plus connus comme les premiers promoteurs du communisme en Chine. Mais Mao a remarqué quelque chose qui allait être important pour son ascension. Dans d'autres pays, le mouvement communiste se concentrait sur les ouvriers d'usines. En Chine, il y avait beaucoup plus de paysans que de travailleurs industriels. Beaucoup d'entre eux ne possédaient que pas leurs propres terres, payaient des loyers élevés et étaient souvent endettés. Mao croyait que si les paysans étaient organisés, ils pouvaient devenir la plus grande force d'une révolution. Au début, le Parti communiste et le Kuomintang ou KMT n'étaient l'un pas encore ennemis. Le KMT était un parti nationaliste qui voulait unifier la Chine et vaincre les seigneurs de guerre. Comme ils avaient un ennemi commun, le KMT et les communistes ont temporairement coopéré. Mais tout a changé lorsque le pouvoir de Chiang Kai-shek s'est renforcé au sein du KMT. Avec la multiplication des groupes communistes et des syndicats, les propriétaires terriens, hommes d'affaires et fonctionnaires conservateurs redoutaient de perdre terres et entreprises. En avril 1927, les forces alliées à Chiang ont attaqué les communistes et les organisateurs syndicaux à Shanghai. Beaucoup ont été tués, arrêtés ou ont disparu. On a appelé cela le massacre de Shanghai, ou la purge du 12 avril. Il n'est pas vrai d'affirmer que plus de 300 000 communistes ont été tués à Shanghai. Le nombre exact n'est pas clair, mais des centaines ont été tués dans la ville et des milliers d'autres ont été victimes d'une répression plus large dans différentes parties de la Chine. C'est ici que l'alliance entre les deux partis a été définitivement brisée. La longue lutte entre le KMT et le Parti communiste a commencé. Après l'échec d'un soulèvement au Hunan, Mao et ses hommes se sont retirés dans les montagnes. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec la grande armée du KMT dans une bataille directe. C'est pourquoi ils ont utilisé la guerre de guérilla. Ils attaquaient rapidement les points faibles de l'ennemi, puis se retiraient avant que des forces plus importantes n'arrivent. Ils utilisaient les montagnes et les villages reculés comme base.
Pour obtenir le soutien des paysans, les communistes ont promis de réduire le pouvoir des propriétaires terriens et de redistribuer les terres. À cause de cela, certains paysans ont rejoint leur armée. Mais il y a aussi des endroits qui ont connu des arrestations violentes et des meurtres visant ceux considérés comme des ennemis de la Révolution. En 1934, le KMT avait déjà encerclé la principale base des communistes à Jiangxi. Et là, ils ont été forcés de fuir. C'est le début de la Longue Marche. Des milliers de soldats et de partisans communistes ont traversé des rivières, des montagnes et des zones dangereuses tout en étant poursuivis par le KMT. Ce n'était pas simplement une mission militaire réussie. C'était une retraite désespérée pour sauver les forces communistes restantes. Beaucoup sont morts à cause des combats, de la faim, des maladies, du froid et de l'épuisement extrême. Au cours de ce voyage, la position de Mao s'est renforcée au sein du parti. À cette époque, il était président d'un gouvernement communiste établi à Jiangxi. Ce n'est que progressivement qu'il est devenu le principal dirigeant du parti au fur et à mesure que la Longue Marche avançait. Seule une petite partie de leurs forces a survécu et est arrivée dans le nord de la Chine. Même s'ils ont subi d'énormes pertes, le Parti communiste a utilisé la Longue Marche comme symbole de leur endurance et de leur sacrifice. Mais alors que le KMT et les communistes s'affrontaient, la menace venant du Japon grandissait. Le Japon a envahi la Mandchourie en 1931. En 1937, une invasion plus large de la Chine a commencé. Les forces japonaises ont occupé de nombreuses villes. De nombreux civils ont été tués et la guerre a laissé derrière elle une destruction massive. À cause de cela, le KMT et le Parti communiste ont temporairement coopéré à nouveau contre le Japon. Le KMT a mené la plupart des grandes batailles conventionnelles. Pendant ce temps, les forces communistes utilisaient souvent des attaques de guérilla dans les zones rurales et derrière les lignes japonaises. En 1940, les forces communistes ont lancé l'offensive des 100 régiments. Ils ont attaqué les chemins de fer, les ponts et les lignes d'approvisionnement utilisés par le Japon dans le nord de la Chine. La plus grande partie des combats directs contre le Japon a été supportée par le KMT. La Chine a également reçu de l'aide des États-Unis et d'autres alliés. En août 1945, l'Union soviétique a attaqué les forces japonaises en Mandchourie. Au même moment, le Japon s'effondrait également dans la guerre plus large du Pacifique. Le Japon s'est rendu en 1945, mais une fois leur ennemi commun disparu, le KMT et le Parti communiste se sont de nouveau affrontés. Le KMT avait plus de soldats et d'armes. Il contrôlait aussi les grandes villes, mais la corruption, l'inflation et la pénurie alimentaire ont empiré dans leur zone. De nombreux soldats et citoyens ordinaires ont perdu confiance dans le gouvernement de Chiang Kai-shek. Pendant ce temps, le Parti communiste s'est renforcé dans les villages grâce à ses promesses concernant la terre et à sa meilleure organisation des paysans. En 1948 et 1949, les forces communistes ont remporté les grandes batailles successives. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong a proclamé la fondation de la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek et le KMT se sont retirés à Taïwan où ils ont maintenu la République de Chine. Pour de nombreux Chinois, Mao est le leader qui a vaincu les seigneurs de guerre survivants de la guerre civile et a de nouveau unifié une grande partie du pays. Mais après avoir pris le pouvoir, il n'était plus seulement le leader d'une révolution. Il contrôle désormais le pays le plus peuplé du monde, et c'est ici que commencera la partie la plus dangereuse de son règne. Lorsque Mao Zedong a pris le pouvoir total en Chine, il voulait immédiatement transformer le pays. Il ne voulait pas qu'il reste pauvre et dépendant de l'agriculture. La Chine, il voulait qu'elle ait rapidement de nombreuses usines, de l'acier, des barrages et une industrie moderne. C'est pourquoi, en 1958, il a lancé le grand bond en avant. Cela promettait beaucoup. En seulement quelques années, la Chine rattraperait les grandes puissances industrielles. Mais pour que cela se produise, le gouvernement a forcé les gens à changer complètement leur mode de vie. Les petites exploitations agricoles ont été fusionnées en grandes communes populaires, qui contrôleront désormais terres, équipements, animaux et récoltes. Beaucoup de familles n'étaient plus libres de cultiver et de cuisiner pour elles-mêmes. Dans certains lieux, ils mangeaient dans des cuisines collectives et devaient en suivre le travail assigné par le gouvernement, pas seulement agricole. On a également ordonné aux gens ordinaires de fabriquer de l'acier dans de petits fours construits dans les villages et les cours. Comme il manquait de formation et d'équipements adéquats, beaucoup des métaux produits étaient de mauvaise qualité et pratiquement inutiles. Pire encore, beaucoup d'agriculteurs ont été éloignés de leurs champs pour travailler à la production d'acier, la construction de barrages et d'autres projets. Ainsi, alors que le gouvernement augmentait les objectifs pour l'industrie, le nombre de personnes qui plantaient
et récoltèrent de la nourriture diminuée. Les responsables locaux ont également subi une forte pression. Si leur rapport était faible, ils pouvaient être accusés de ne pas être loyaux envers la révolution. C'est pourquoi beaucoup ont menti et ont déclaré une récolte plus importante que ce qu'ils avaient réellement obtenu. Parce que le gouvernement a cru aux chiffres erronés, il a prélevé énormément de céréales dans les villages. Il y avait des endroits où il ne restait presque plus rien pour les agriculteurs eux-mêmes qui avaient replanté ces céréales. En même temps, le gouvernement a mis en place de mauvaises méthodes agricoles qui n'avaient pas été suffisamment testées. On a forcé les gens à planter très serré et à labourer la terre très profondément. Au lieu d'augmenter la récolte, beaucoup de cultures ont été détruites. Une autre grande erreur a été la campagne des 4 nuisibles. On a ordonné aux gens de tuer rats, mouches, moustiques et moineaux jugés nuisibles. Les tigres, léopards et loups n'étaient pas des cibles principales. Comme le dit la source, lorsque les moineaux ont presque disparu dans certaines régions, les insectes que ces oiseaux mangeaient se sont multipliés. Cela a encore plus endommagé les cultures. Des sécheresses et inondations ont aussi touché certaines régions de Chine, mais la catastrophe n'était pas uniquement naturelle. Le principal problème était la politique du travail forcé, les faux rapports de récolte et la collecte de céréales malgré la faim dans les villages. En 1959, il était déjà clair que la production alimentaire chutait, mais de nombreux responsables avaient peur de dire la vérité à Mao. Quiconque remettait en question le plan pouvait être qualifié d'ennemi du socialisme. À cause de cela, l'ampleur réelle de la famine est restée cachée, tandis que l'on continuait à forcer les gens à atteindre des objectifs impossibles. Peu à peu, la nourriture s'est épuisée. Des gens mangèrent de l'herbe, des feuilles, de l'écorce et tout ce qu'ils pouvaient mâcher. Des rapports mentionnent des personnes mangeant leurs animaux domestiques, voire des cas de cannibalisme dans certaines régions. Aucun chiffre précis sur les morts n'existe. Les estimations des historiens varient, mais de nombreuses études situent ce chiffre à des dizaines de millions. Une estimation fréquemment utilisée est d'environ 30 millions de morts dus à la famine et à ses effets connexes. En 1959, Mao a démissionné de son poste de président de la République populaire de Chine. Il n'a pas quitté son poste de président du Parti communiste. Il a été remplacé en tant que président de l'État par Liu Shaoqi, mais Mao est resté le leader le plus puissant au sein du parti. En 1961, les aspects les plus brutaux du grand bond en avant ont été progressivement supprimés. Certaines familles ont de nouveau été autorisées à cultiver pour elles-mêmes. Le système des communes forcées a été limité et des méthodes de rationnement plus pratiques réintroduites. Mais après la catastrophe, le contrôle direct de Mao sur la gestion quotidienne s'est affaibli. Des dirigeants plus pragmatiques comme Liu Shaoqi et Deng Xiaoping ont aidé à redresser l'économie. Pour Mao, cela représentait un danger. Il craignait que la Chine s'éloigne de son type de révolution. Il croyait qu'il y avait des dirigeants au sein même du Parti communiste qui voulaient rétablir le capitalisme. C'est pourquoi, en 1966, il a lancé la révolution culturelle. L'objectif affiché était de purifier la Chine des vieilles idées, de la vieille culture, des vieilles coutumes et des personnes appelées les partisans de la voie capitaliste. Mais cela a aussi servi de moyen pour Mao d'éliminer ses critiques et de renforcer à nouveau son contrôle personnel. Il a encouragé les étudiants à former des groupes appelés les Gardes rouges. Il portait dans le petit livre rouge une collection des citations de Mao. Il le voyait à la fois comme un leader politique et un guide quasi parfait, sans jamais le remettre en question. Des gardes rouges ont saccagé écoles, maisons, bureaux gouvernementaux, temples et musées. Enseignants, intellectuels, ex-fonctionnaires, propriétaires terriens et personnes ordinaires soupçonnées de déloyauté envers Mao étaient humiliés publiquement. Beaucoup ont été battus, emprisonnés, torturés, forcés d'avouer des actes qu'ils n'avaient pas commis ou envoyés aux travaux forcés. Il y a aussi des enseignants qui ont été tués par leurs propres élèves, mais il n'est pas nécessaire d'affirmer que Mao a personnellement ordonné à chaque garde rouge de tuer leurs professeurs. Il serait plus juste de dire que ses appels et son soutien à la rébellion ont donné du pouvoir aux groupes qui ont commis des actes de violence. L'histoire et la culture chinoise ont aussi été visées. Les anciens livres, peintures, statues, temples, tombes et d'autres objets considérés comme des symboles des 4 vieilleries ont été détruits. De nombreux sites culturels à Pékin et ailleurs ont été endommagés ou détruits. Mais il n'est pas prouvé que, en 1970, Mao ait personnellement ordonné la démolition de la Grande Muraille pour utiliser ces briques dans la construction de maisons et de barrages. Il est vrai que des sections de la Grande Muraille ont servi de source de matériaux pour les habitants à différentes époques. Mais il n'y a pas assez de preuves solides pour présenter l'affirmation de la source comme un ordre direct de Mao.
Avec l'intensification de la révolution culturelle, divers groupes de gardes rouges se sont aussi affrontés. Ils affirmaient tous être les véritables défenseurs de Mao dans certaines villes, ce qui a conduit à des affrontements armés. Finalement, l'armée populaire de libération a été utilisée pour mettre fin aux troubles. Beaucoup de jeunes ont été envoyés dans des provinces éloignées pour travailler dans les champs et apprendre des paysans. Pendant cette période, le culte de la personnalité de Mao s'est fortement développé. Son portrait était visible dans les maisons, écoles, usines et bâtiments officiels. Ses paroles étaient répétées quotidiennement, lues et récitées. Un exemple particulièrement étrange s'est produit en 1968. Mao a reçu des mangues du ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Il les a transmises aux ouvriers d'usine qui avaient aidé après les troubles à l'université Tsinghua. Comme la mangue était rare et presque inconnue à l'époque dans la majeure partie de la Chine, certains l'ont considéré comme un cadeau spécial venant directement de Mao. Des mangues ont été placées dans du formol. On a également fabriqué des répliques en cire et en plastique qu'on faisait défiler et qu'on exposait dans les usines. Ce n'était pas vraiment le fruit qui comptait. La mangue a été utilisée comme symbole de l'amour supposé de Mao pour les ouvriers. Cela montrait à quel point la propagande était puissante et à quel point le culte de la personnalité était profond. La source indique aussi qu'un homme a été tué pour avoir comparé la mangue à la patate douce. Ce type d'histoire figure dans certains récits sur le culte de la mangue. Il est difficile de prouver les détails, donc cela ne doit pas être présenté comme un fait certain. En politique étrangère, les Chinois se sont aussi éloignés de l'Union soviétique. Mao a critiqué les dirigeants de l'URSS en les qualifiant de révisionnistes qui, selon lui, s'écartaient du véritable communisme. Sa propre interprétation de la révolution, centrée sur les paysans, la guerre de guérilla, la lutte des classes continue et la direction personnelle, est devenue connue sous le nom de maoïsme. Mais la source se trompe en disant que Mao a ouvert la Chine à la mondialisation et au libre-échange. Il est tout à fait vrai que les relations entre la Chine et les États-Unis ont commencé à s'améliorer au début des années 1970. Le président Richard Nixon a visité la Chine en 1972, ce qui a marqué un grand changement dans les relations entre les deux pays. Mais les vastes réformes économiques, les investissements étrangers et l'ouverture de la Chine au commerce international ont eu lieu après la mort de Mao. Cela a commencé de manière plus sérieuse sous la direction de Deng Xiaoping à partir de 1978. Ce sont ces réformes, et non la révolution culturelle, qui ont constitué la base majeure de la croissance rapide de l'économie moderne de la Chine. Il est vrai que la conversation inhabituelle entre Mao et Henry Kissinger en 1973 a bien eu lieu. Selon la transcription officielle du gouvernement des États-Unis, Mao a plaisanté en disant que la Chine pourrait envoyer 10 millions de femmes aux États-Unis. Les personnes dans la pièce ont éclaté de rire. Ce n'était donc pas une offre d'échange sérieuse. Comme le montre la source, ce n'était qu'une blague grossière et insultante lors d'une réunion diplomatique. Il existe également de nombreux récits personnels concernant l'hygiène. Les relations sexuelles, les maîtresses et les mauvais traitements proviennent surtout de mémoires et témoignages encore débattus par les historiens. C'est pourquoi il n'est pas prudent de présenter tous les détails contenus dans la source comme des vérités absolues. Surtout les affirmations concernant les maladies, les jeunes filles et la vie personnelle de son mari. Ce qui est mieux documenté, c'est ceci. À mesure que Mao vieillissait, son corps s'affaiblissait, mais il restait le centre du pouvoir. Il a eu des problèmes de santé successifs. Il avait du mal à parler et à bouger durant les dernières années de sa vie. En même temps, la lutte continuait au sein du gouvernement entre les radicaux alliés à son épouse Jiang Qing et les dirigeants plus pragmatiques qui voulaient réformer le pays. Le 9 septembre, en 1976, Mao Zedong est mort à l'âge de 82 ans. Un grand deuil a frappé la Chine. Pour beaucoup, il restait le leader qui avait uni la Chine continentale. Et il a redonné de la force au pays après une longue période de guerre et de domination étrangère. Mais pour ceux qui ont survécu à la famine, aux purges politiques, au travail forcé et à la révolution culturelle, ils se souviennent d'un autre Mao. Il n'a pas été enterré dans un cercueil de cristal. Son corps a été embaumé et placé dans une vitrine en verre dans le mausolée de la place Tiananmen, où les visiteurs peuvent encore le voir, quelques semaines après sa mort. Jiang Qian et les autres radicaux, les dirigeants appelés la Bande des Quatre, ont été arrêtés. Le nouveau gouvernement a progressivement mis fin aux politiques de la révolution culturelle. Quelques années plus tard, le Parti communiste a également officiellement reconnu que la révolution culturelle avait causé de graves troubles et des dégâts au pays. On ne peut pas nier l'ampleur de l'influence de Mao. Sous sa direction, le pays est devenu un État puissant et unifié. La Chine continentale s'est unifiée, offrant à beaucoup un meilleur accès à l'éducation de base et à la santé publique.
Mais en même temps, ces mauvaises décisions et ces campagnes forcées ont provoqué la faim, la peur, la destruction et la mort de très nombreux citoyens. Et la Chine, qui est devenue une puissance économique, ne s'est pas construite en poursuivant toutes ces politiques. Elle s'est renforcée lorsque les dirigeants suivants ont abandonné bon nombre des idées qui ont causé les plus grandes tragédies sous Mao.